Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous recevons ce soir, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le ministre du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales, Mme Hadiatou Matisse, avec elle nous ferons le bilan de 12 mois de réformes engagées dans son département ministériel. Nous reviendrons également sur le projet phare du PAG, volet social notamment, l'ARCH, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Alors, dans cet exercice, je serai avec André Dossa de Canal 3 Bénin. André Dossa, bonsoir. Bonsoir Prévert, bonsoir chers amis téléspectateurs. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. André. Bonsoir Madame la ministre du Travail, et de la fonction publique et des Affaires sociales. Nous allons démarrer notre entretien par l'actualité, un sujet d'actualité, notamment le concours de recrutement au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Madame la ministre, pourquoi tant de controverses autour de ce concours? Mesdames et messieurs les téléspectateurs, bonsoir. Comme vous le savez, il y a eu récemment l'organisation d'un concours de recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est un organisme sous tutelle de mon département. Mais c'est un organisme sous tutelle, comme je l'ai indiqué, doté d'un organe de direction, d'un organe d'administration. Donc ce ne sont pas les services centraux ou techniques de mon département qui gèrent les activités de la CNSS. Mais il faut dire que j'avais été mise au courant qu'un concours de recrutement va être organisé et que ce serait confié à un cabinet spécialisé, ce qui a été le cas. Et c'est après l'affichage des noms des personnes admises que j'ai eu l'information moi-même. Et quelques jours après, la polémique a commencé par s'enfler, mais n'a pas cessé à ce jour. Est-ce que vous avez cherché à savoir? J'ai discuté un peu avec le directeur général qui m'a expliqué un peu comment ça s'est organisé, normalement sans anicroche, mais s'il s'avère que les concours peuvent être qualifiés de frauduleux parce que n'ayant pas été organisés dans la transparence totale, je rendrai compte au gouvernement qui, en ce moment, va aviser. Alors, puisque nous parlons de concours de recrutement, le gouvernement est porteur d'un projet de réforme, notamment dans les concours de recrutement dans la fonction publique. Où en sommes-nous avec ces réformes? Vous savez que 2 fois de suite, les concours de recrutement directs à la fonction publique ont été annulés. Le deuxième a été annulé à l'avènement du nouveau régime où nous avons mis sur pied, parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, de contestations, nous avons donc mis sur pied une commission d'enquête dont le rapport, disons les conclusions du rapport, nous ont amené à annuler ces concours-là. Et nous devons reprendre ces concours puisque les services demandeurs des recrutements ressentent toujours le besoin et il est normal de bien, disons, de s'organiser dans le cadre de ces concours-là, afin que ce que nous reprochions aux autres, on ne nous le reproche pas. C'est vrai qu'il y a une réforme de l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique qui figure au PAG et qui devrait démarrer en 2017. Mais comme nous étions amenés à organiser un concours des enseignants contractuels en décembre, j'ai demandé au chef de l'État de me permettre d'anticiper sur la réforme. Et il a mis les moyens à notre disposition. Et nous avons commencé par mettre en place un manuel de procédure, ce qui n'existait pas. Dans l'administration, pour connaître comment vous devez procéder, vous devez réaliser une activité, il faut un manuel de procédure. Donc nous avons commencé par là et avons associé pas mal d'acteurs, des personnes ressources, les principaux acteurs de l'organisation des concours de mon département d'ailleurs. Nous avons donc en main, en ce moment, un manuel de procédure. C'est la première chose que nous avons réalisée. La deuxième, nous avons mis en place un cadre collaboratif des directeurs des examens concours des 3 ordres d'enseignement, ce qui du reste était déjà prescrit par les tests mais n'était pas observé. En plus, le directeur de l'office du baccalauréat qui a quand même une expérience avérée en matière d'organisation des examens.
Enfin, nous avons mis en place une plateforme informatique bien équipée. Nous avons également équipé les directions départementales parce que c'est au niveau des directions départementales que les dossiers de candidature sont déposés. Et ça nous a permis, tant bien que mal, de parvenir à bout de l'organisation de ce concours qui, à ma connaissance, à ce jour, ne soulève pas de polémique. Pour le savoir, il faut avoir sans doute éprouvé ce mécanisme que vous avez mis en place. Est-ce que ça a été déjà fait? Quels ont été les résultats? Oui, nous avons utilisé même le mécanisme parce qu'il faut dire au niveau de mon département ministériel, il y a quand même des compétences en matière informatique. Je veux parler des informaticiens qui ont une bonne, disons, connaissance de leur matière et qui vraiment ont mis en œuvre leur savoir-faire. Avec l'informaticien de la direction de l'office du baccalauréat. On a travaillé ensemble. Ça a été éprouvé rapidement et puis ça a pris et nous avons vraiment organisé, ça nous a permis d'organiser ce concours de recrutement. Avec ce, disons, nouveau mécanisme que vous avez mis en place, est-ce qu'il garantit à long terme la transparence dans l'organisation des concours, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Oui, je dirais en principe oui. Parce que les étapes très sensibles de ce concours ont déjà été informatisées. Et à terme, c'est de parvenir d'abord à réaliser, disons, une plateforme intégrée avec les directions départementales et le niveau central, de manière à réduire progressivement l'intervention humaine dans l'organisation des concours. C'est vrai que pour les corrections, il y aura les correcteurs. Surtout la phase d'anonymat et des anonymats, là, c'est la phase sensible. Ah oui, une phase très sensible que nous essayons de gérer au mieux, même avec l'informatique. Et surtout, ce que nous avons fait aussi, ça il faut le dire, le jour où il y a eu la délibération, nous avons proclamé aussitôt les résultats. Il n'y a pas eu, le ministre va regarder d'abord ou quelqu'un va regarder. Non, 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 non. Je leur ai dit, c'est prêt, j'étais allé voir. Le matin, ils étaient en train de finaliser la délibération. Et je leur ai dit, dès que vous finissez, je viens en compagnie de mes collègues pour lesquels nous avons organisé ces concours, le ministre des enseignements maternels et le ministre de l'enseignement secondaire. Nous venons aussitôt pour la proclamation des résultats. Est-ce qu'il existe des résistances par endroits, sorte de survivance de mauvaises pratiques qu'on avait connues par le passé? C'est-à-dire des formes de tentation voulant tripatouiller? Bon, je ne sais pas s'il y a eu des velléités de tripatouillage, mais ce que je sais, c'est que lorsque j'avais annoncé que le concours allait être organisé en relation avec le DOB et les DEC, il y a eu un peu de résistance. Et je leur ai dit, c'est ça ou rien, parce que je ne veux pas supporter les critiques d'un concours mal organisé. Après, ils se sont laissés aller. Nous avons vraiment travaillé en bonne collaboration, ce qui nous a permis d'avoir ce résultat-là. Vous rentrez de nous dire, Madame la ministre, que dans ces concours, il n'y a même pas eu un peu de politique, un peu de rupture, ou si vous voulez, un peu de nouveau départ, qu'on n'a pas tenté aussi d'intéresser les siens? Disons que le chef de l'État a été ferme. Il dit, nous ne pouvons pas annuler un concours pour en organiser de frauduleux ou un concours à polémique. Il a été très ferme. Et à partir de là, j'ai tenu bon. Bon, est-ce qu'il faut dire que j'ai tenu bon? On ne m'a pas approché, ça je l'avoue. Personne ne m'a approché pour me proposer des noms de candidats. Bon. Les gens trouvent parfois que je suis un peu dure. Je ne suis pas dure. Un peu de rigueur pour éviter la honte, c'est cela. Parce que lorsqu'on organise des concours frauduleux dans ce pays, ça finit presque toujours par se savoir. Et lorsque nous parlons de nouveau départ, nous devons vraiment nous éloigner des concours frauduleux. Je crois que ça va se poursuivre. Voilà, nous allons évoluer, Madame la ministre du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales. Je voudrais que nous parlions à présent de l'Arche, ce projet phare de programme d'action du gouvernement. De quoi s'agit-il? C'est quoi l'Arche? Très bien. Vous savez, dans son projet de société, le chef de l'État a fait la promesse aux Béninois que s'il était élu, il allait protéger les plus démunis
et réduire la précarité des populations. Donc, Arche est venu en concrétisation de cette promesse. Le projet Arche, c'est quoi? C'est une nouvelle stratégie de protection sociale dans le but de renforcer le capital humain et de réduire la précarité des Béninois. Donc, c'est un projet qui comporte un paquet de 4 services. Nous avons l'assurance maladie, nous avons la formation, nous avons le microcrédit, nous avons l'assurance retraite. Pour ce qui concerne l'assurance maladie, il faut dire que l'état des lieux dans notre pays montre que la protection sociale est très limitée. Surtout au niveau du secteur informel, il n'en existe pratiquement pas en dehors des initiatives de quelques mutuelles. Donc, l'assurance maladie de Arche est destinée prioritairement aux populations les plus démunies, que sont les acteurs du secteur informel, les agriculteurs, les transporteurs, les commerçants, les artisans, les artistes. Et Arche intègre également les personnes démunies sans occupation. Donc, les personnes démunies. C'est cela. Mais l'assurance maladie, j'allais dire, sera rendue obligatoire pour tous les Béninois. En dehors des démunis, nous avons les fonctionnaires, nous avons les membres des institutions de l'État, nous avons les retraités de l'État pour lesquels l'État va payer la prime d'assurance. Nous avons les employés du secteur privé qui doivent payer la prime d'assurance de leurs employés. Les professionnels individuels doivent également souscrire à l'assurance maladie. Et j'allais dire, Arche concerne notamment les Béninois. Mais l'assurance maladie est prescrite pour tous les résidents au Bénin. Il s'agit de Béninois ou d'étrangers vivant au Bénin. Donc les étrangers auront l'obligation de souscrire également à l'assurance maladie. Qu'on le veuille ou pas, c'est une obligation. Parfois, il faut faire le bonheur des peuples contre leur volonté. La formation concerne également les acteurs du secteur informel pour améliorer leur employabilité. Parce que qu'est-ce que nous remarquons dans nos pays, il y a des gens qui suivent des formations, mais des formations vraiment pas très, très qualifiées, si je peux ainsi m'exprimer. Ce qui fait que lorsque ceux-là travaillent, les frigoristes, les mécaniciens, etc., n'étant pas bien formés, après ils n'ont plus, disons, de clients. Il est nécessaire de renforcer leur capacité, leur employabilité en faisant encore du renforcement de capacité, donc des formations professionnelles pour ceux-là. Nous avons ensuite l'accès au microcrédit. Vous êtes en bonne santé, vous avez la volonté de travailler, mais il vous manque le minimum de financement nécessaire. La Arche est disposée dans son volet accès au microcrédit de vous faire des prêts. Nous avons l'assurance retraite qui ne concerne pas malheureusement tout le monde parce que, bon, ce serait trop lourd pour l'État qui a aussi des moyens limités. Pour bénéficier de l'assurance retraite, vous devrez payer une cotisation. Et il s'agit donc des personnes non pauvres qui doivent payer une cotisation avant de bénéficier d'une pension de retraite. Madame la ministre, on voit que c'est vraiment lourd ce projet. D'ailleurs, je voudrais qu'on prenne chacune de ces 4 composantes pour davantage expliquer. L'assurance maladie, les services, les différents services, oui. voilà. L'assurance maladie de l'Arche vient-elle remplacer le RAMU qui existait déjà? En partie, mais mieux que cela. Parce que vous savez, lorsque j'ai entendu parler du bilan du RAMU, vraiment, l'expérience n'est pas allée très loin. Ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été bien préparé. Vous connaissez les conditions dans lesquelles le RAMU a été mis en œuvre dans notre pays, donc il y a beaucoup d'insuffisances. Et je vais vous dire, la conception du document projet de Arche nous a pris 10 mois. Le chef de l'État était très exigeant. Nous concevons un modèle. Quand nous menons les discussions, on change,
on conçoit un autre modèle jusqu'à ce que nous ayons retenu ce qui est là présentement. Le chef de l'État et son gouvernement ont voulu que lorsque nous allons mettre en œuvre l'assurance maladie de Arche, que ça soit vraiment pérenne. C'est cela. Et si vous permettez, j'ai dit tantôt que Arche, ou l'assurance maladie dans Arche, est destinée essentiellement aux plus démunis. Lorsque nous parlons des plus démunis, c'est des gens qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens. Dans cette catégorie, nous avons les personnes pauvres, que nous qualifions de pauvres extrêmes. Les indigents. Des gens qui ont à peine un repas par jour, mais qu'il faut quand même maintenir en bonne santé. Pour cela, c'est l'État qui paye la prime d'assurance maladie. Qui subventionne donc l'assurance maladie de ces personnes. Ceux qui ne sont pas riches, mais pauvres, disons des pauvres non extrêmes, l'État prend en charge 40% de leur prime. Mais les autres qui ne sont pas pauvres payent leur prime d'assurance. Donc, c'est cela. Toujours dans le cadre de l'assurance maladie, il faut dire qu'elle sera obligatoire pour tous les résidents au Bénin, que vous soyez béninois ou étranger. Que vous soyez pauvre ou non. Si vous êtes étranger, si vous êtes pauvre, vous êtes venu travailler certainement au Bénin, sinon vous n'avez pas votre place ici, vous avez le minimum nécessaire pour payer donc, votre prime d'assurance. Donc, c'est obligatoire. Si bien que, pour ce qui concerne les membres des institutions de la République, les fonctionnaires, les retraités de l'État, les élus, c'est l'État qui va payer la prime d'assurance pour tout ce monde-là. Quid du secteur privé? Le secteur privé, les employés du secteur privé ont l'obligation, je crois que certains le font déjà, de payer la prime d'assurance pour leur personnel, à eux-mêmes et pour leur personnel. Les professionnels individuels devront souscrire eux aussi à l'assurance maladie. C'est obligatoire désormais. En tout cas, dès que la loi sera votée, l'assurance maladie sera rendue obligatoire pour tous les résidents au Bénin. Un autre service de l'Arche, ça parle de formation. Oui. Qui va former qui et pourquoi? Vous savez, il s'agit de formation, j'allais dire, opérationnelle. Dans le secteur informel, il y a des gens qui ont reçu des formations, des apprentis qui ont été libérés, ou même des patrons, si on peut ainsi le dire, qui forment d'autres et qui eux-mêmes n'ont pas un bon niveau d'employabilité, ce qui réduit un peu leurs activités. Parce que vous allez vers un mécanicien aujourd'hui, au lieu de réparer votre véhicule, il endommage davantage, vous n'irez plus vers ce monsieur. Un frigoriste qui vient pour réparer votre climatiseur, et il s'en va 2 jours, le climatiseur est encore plus en panne que par le passé, vous n'allez plus recourir à ce frigoriste. Donc, l'État, dans le volet formation, veut améliorer l'employabilité de ces acteurs démunis du secteur informel. Alors, il y a le service le gouvernement ayant perçu l'importance de la formation, paye entièrement, disons, subventionne la formation. Vous ne payez rien lorsque vous êtes identifié comme quelqu'un ayant besoin de renforcement de capacités, vous êtes formé. Pour ce qui concerne le microcrédit. Le microcrédit, oui, parce qu'il y a le MCPP qui est déjà là. C'est vrai. Est-ce un doublon ou bien l'Arche va récupérer ce volet-là? L'Arche va récupérer ce volet. En dehors du MCPP, il y a d'autres produits du FNM, mais nous avons demandé des études pour qu'on nous fasse des propositions d'options des produits de microcrédit qui seront des produits de Arche, des produits vraiment assez innovants dans Arche. Donc, c'est cela. Parce que si vous êtes en bonne santé, on améliore votre employabilité. Vous avez besoin d'un minimum de financement pour vous installer, pour travailler, des activités, mener des activités génératrices de revenus. Vous n'avez pas le minimum de moyens. Vous ne pouvez vraiment absolument rien faire. Mais il y a plusieurs structures qui déjà gèrent ces volets-là, le FNM, le FNPEJ, le Fonds national de retraite, tout ça. Alors, que deviendront ces différentes structures avec l'Arche, l'avènement de l'Arche? Très bien. Au niveau de l'Arche, s'il y a des activités qui rentrent dans le cadre des activités de Arche, les structures vont abandonner l'exécution de ces activités-là et pourront également être des partenaires de l'ANPS, l'Agence nationale de protection sociale.
il s'agit du FNPES, du FNM. Lorsque les études complémentaires que nous avons demandées vont déposer leur rapport, nous verrons en ce moment est-ce qu'il y a des structures qui vont disparaître, est-ce que les activités, est-ce que, disons, l'Agence nationale de protection sociale va travailler en partenariat avec ces structures. Nous allons voir ça lorsque nous aurons disons, les rapports des études que nous avons demandées sur la mise en œuvre de Arche. Mais avec l'effort de rationalisation des ressources et d'une meilleure efficacité de l'administration, est-ce qu'il n'est pas opportun déjà d'envisager, avant même que les rapports ne vous mettent devant le fait accompli, est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager de réorganiser tout cela sous le couvert peut-être de l'Arche, en revoyant un peu plus le budget de l'Arche? Nous avons même commencé parce que j'ai été rattrapée un peu, disons, par le Bureau d'analyse et d'investigation, le BAI de la présidente de la République. Déjà au niveau du FNM, j'ai voulu mener les études pour voir comment nous allons servir utilement Arche. Mais comme il y a d'autres études qui ont été commanditées, là, je l'ai abandonné. Au niveau du FNPES aussi, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons intégrer aux besoins Arche, sauf si les études montrent qu'il faut que le FNM et le FNPES continuent, disons, certaines activités. Nous avons... Madame la ministre, je n'ai pas parlé de l'assurance retraite. Justement, voilà. Parlons-en. Justement, oui, de quoi ça retourne, cet aspect-là? Pour l'assurance retraite, par contre, ça ne concerne pas toute la population béninoise. Pour bénéficier d'une assurance retraite, il faut avoir cotisé. Et je crois que la cotisation doit être de 30 000 francs annuellement. Et l'État subventionne pour 20%, 6 000. Il faut cotiser parce que, c'est vrai, on paye déjà pour les plus démunis. L'assurance maladie est subventionnée, on lui permet de travailler, on permet aux démunis de travailler, on renforce son employabilité. On ne peut pas encore lui servir, disons, ce serait vraiment trop beau et nous allons fabriquer des paresseux. C'est cela. Donc, l'assurance retraite concerne les personnes qui ne bénéficient pas du tout de subvention de la part de l'État, disons, les non-pauvres qui vont cotiser, même si l'État subventionne en partie, disons, leur retraite. Alors, Madame la ministre, ça fait rêver tout ceci, mais ça a un coût. Comment c'est financé? Qui finance l'Arche? Le coût total de l'Arche s'élève à 313 milliards de francs CFA. Le gouvernement va financer 10%, disons, du budget du projet Arche et le reste du financement sera assuré par les partenaires techniques et financiers que nous sommes en train de mobiliser autour de Arche. Et laissez-moi vous dire, notre projet intéresse, je ne dirais pas le monde entier, mais toute la sous-région, je crois, au-delà. Parce que c'est, disons, un projet de protection sociale intégré. Dans la plupart des pays de la sous-région, nous sommes allés sur des symposiums, participés à des séminaires sur la couverture maladie universelle. Des gens m'ont dit, mais on n'a pas pensé à ça. Vous avez raison que lorsque vous permettez à la population d'être en bonne santé, il faut lui donner de quoi travailler. Il faut aussi renforcer son employabilité. Donc, dans les pays de la sous-région, il y a déjà au moins 2 ministres qui m'ont dit, je commence avec la CMU, la couverture maladie universelle, et si ça prend aussitôt, je vais intégrer le microcrédit. Parce qu'il faut permettre aux populations de travailler. Financé par les partenaires, oui. Vous dites que ça intéresse, mais vous n'avez pas dit lesquels partenaires sont intéressés. Vous parlez des pays de la sous-région. Quels sont les partenaires déjà qui se mobilisent pour accompagner ce projet? Nous avons pas mal de partenaires. Nous avons le Fonds mondial, nous avons le système des Nations unies, nous avons le BIT. Bon, le BIT, ce n'est pas forcément pour accompagner financièrement. Nous avons besoin aussi d'appui technique pour pouvoir réussir. Arche, il y a pas mal. Même la coopération japonaise a été saisie et intéressée par le dossier. Je crois que d'ici là, nous allons vraiment mobiliser les ressources qu'il faut parce que les partenaires aussi souhaitent que ce modèle innovant réussisse. Si cela réussit, cela pourrait être, disons, exporté et
disons, réduire à terme leurs interventions aussi dans les pays en voie de développement. Et à quelle échéance? Voilà un calendrier pour la mise en œuvre. Nous avons un calendrier pour la mise en œuvre. Nous allons commencer par une phase pilote au cours du dernier trimestre de 2017. Et on va enrôler en ce moment, on aurait enrôlé en ce moment 5% de la population cible. En 2018, nous escomptons, disons, enrôler 75% de la population cible et les 25% restants jusqu'en 2021. Mais déjà en 2019, on va entrer dans la pleine phase, disons, de mise en œuvre de ARCHE. Et à l'heure actuelle, quel est le niveau de mobilisation des ressources par rapport au budget donc, de ce projet-là? Je crois que nous tournons déjà autour du tiers de montant. Oui, ça intéresse. Mais parfois pas facile de faire le bonheur des gens contre leur volonté. Parfois, il faut les associer afin qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Quelles sont les mesures que vous prenez à cet effet pour que, par exemple, les acteurs sociaux soient impliqués? D'accord. Si vous permettez, je vais vous parler des 3 composantes de ARCHE. La première, c'est le système d'information et de gestion. Donc, il y aura l'enrôlement biométrique parce que tout commence par là, l'enrôlement biométrique des bénéficiaires, la distribution de cartes biométriques, la communication et la sensibilisation. C'est tellement important qu'il va falloir réussir la communication, la sensibilisation. Et ça, on ne le fera pas sans les partenaires sociaux, sans les OSC, sans toutes les personnes ressources, les mutuelles de santé, sans toutes ces personnes qui peuvent vraiment aider à sensibiliser la population pour dire, voilà, un petit bonheur à votre porte, venez pour qu'on puisse vraiment saisir ce bonheur-là ensemble. Donc, il y aura une forte phase de... Nous avons un plan de communication. Je crois qu'après cette présentation, nous allons nous déployer sur le terrain, disons, présenter le projet aux partenaires sociaux. Ils en parlent pour dire vraiment, c'est quelque chose que vous nous cachez. Je leur ai répondu, on ne vous cache pas le projet, mais est-ce que nous voulons vous proposer? Nous sommes en train de le finaliser. Nous, maintenant, c'est bon, donc nous allons leur exposer le contenu de ARCHE, recueillir les observations, les OSC, tout le monde, la population. Nous voulons une large adhésion à ce projet pour sa réussite. Donc, au niveau de la composante 1, nous avons la constitution des listes, les pauvres extrêmes, les pauvres non extrêmes, etc. La composante 2, c'est la fourniture des services, la mobilisation des ressources qu'il faut pour payer les différentes subventions, la contribution à l'assurance retraite, la subvention à la formation, etc. Et la 3e composante, c'est la coordination, le suivi, évaluation, le renforcement de capacité. Parce que nous n'avons pas l'intention, disons, de confier la gestion de la NPS à un assureur privé sans contrôler nous-mêmes le travail sur le terrain. Il faudra forcément un suivi et évaluation pour évaluer ce qui se passe. Ceux qui ne tiennent pas bon dans le système, on les éjecte et on fait venir de nouvelles personnes. Donc on retient que l'ARCHE est complètement différent ou n'a rien à voir avec le RAMU. Pas grand-chose en tout cas. Vous savez que le RAMU, c'est l'assurance maladie. Universelle. L'assurance maladie universelle, et qui n'est pas allé très loin. Ouais. Moi, j'en ai entendu à peine parler, qu'à peine je n'en entends plus parler. Mais quand j'ai demandé à savoir un peu ce que c'est, vraiment, ça a démarré, mais ce n'est pas allé loin. Et vous savez que le RAMU parle seulement ou s'intéresse seulement à l'assurance maladie, alors que ARCHE a un paquet de 4 services, dont l'assurance maladie. Mais les anciens bénéficiaires de RAMU qui ont cotisé tout ça, que deviendront leurs actifs et le passif, tout ça là, par rapport au nouveau projet? Oui. Le patrimoine du RAMU sera versé, disons, à ARCHE. Et celui qui a à charge de gérer ARCHE saura vraiment comment gérer ses cotisations avec les cotisants. Parce qu'en termes de patrimoine, on peut quand même revenir, on peut, disons, utiliser les acquis de RAMU. En termes, par exemple, quand vous parliez de biométrie, on sait que les bénéficiaires disposaient déjà de cartes, tout ça. Et comment on pourrait recycler tout ça pour le mettre au service de l'ARCHE? Je ne suis pas sûre que les cartes que détiennent les anciens cotisants
du RAMU, soit des cartes biométriques. Il y a eu des cartes, mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit des cartes biométriques. Nous n'allons pas rejeter tout ce que le RAMU a fait de pertinent. Il y a eu par exemple le recensement des pauvres dans 52 communes que nous prenons à notre que nous prenons en compte. Il y a également la liste des produits, la liste et les prix des produits remboursables. Il y a également ce qu'on appelle, disons, le répertoire des actes. Donc tout cela sera, disons, pris en compte dans l'Arche, dans l'opérationnalisation de l'Arche. Okay. Est-ce que vous avez le sentiment de tenir un véritable le bonheur des populations? Est-ce que vous avez cette sensation? Disons que c'est un projet qui me fascine et qui fascine plus d'un. Et si nous mobilisons tous vraiment pour sa réussite, nous allons sortir définitivement notre pays de la précarité. Et il faut dire que ce n'est pas le ministère du Travail qui va gérer de façon concrète l'Arche. Nous sommes là, c'est la supervision. Il y aura une agence nationale de protection sociale qui aura à charge la gestion de Arche. Et cette agence aura des antennes départementales et communales parce que Arche va se déployer sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, l'ANPS, donc l'Agence nationale de protection sociale, aura l'agrément de la CIPRES, donc la conférence interprofessionnelle de protection sociale, qui est l'organe qui supervise et qui contrôle, disons, les organismes de protection sociale. Et il faut dire que la gestion de l'ANPS sera confiée à un assureur privé. D'accord. Nous allons faire un tour à la régie, on reviendra vous donner la parole tout à l'heure. D'accord. C'est pour recueillir le point de vue des partenaires sociaux sur ce projet. Le premier point concerne l'annonce par le gouvernement du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, Arche, a fait naître dans l'opinion publique nationale une nouvelle ère d'espoir. Et pour avoir longtemps attendu le président Patrice Talon sur le volet social, les partenaires sociaux estiment qu'un tel projet est venu un peu tardivement. Nous avons eu vent de ce projet depuis les premières sessions des négociations de la Commission nationale permanente de négociation. C'est vrai, ça a mis du temps. Pour moi, c'est une annonce. On nous a toujours chanté l'Arche comme étant la panacée à tous les problèmes sociaux aujourd'hui au Bénin. Et jusqu'à présent, cette annonce reste toujours une annonce. On n'a pas beaucoup évolué. Mais en dépit du temps que le projet a mis pour être annoncé par le gouvernement, il contente aujourd'hui plus d'un. A priori, on peut le créditer de bonne foi. En principe, on devrait se réjouir parce que l'Arche est destinée aux couches les plus défavorisées. On peut dire que c'est un pas dans la bonne direction. Je ne peux que applaudir très sincèrement et souhaiter que cela soit mis en application. Je suis heureux parce que ça touche le volet social dans nos centres de santé, où la plupart des Béninois ont des difficultés pour honorer leurs soins. Nous prenons par exemple la césarienne gratuite, qui coûte environ 170 000, un peu moins de 200 000. Le gouvernement donne 100 000, mais le reste, c'est les Béninois qui payent. Or, un projet du genre peut alléger la tâche aux gens. Donc, sincèrement, j'exhorte le gouvernement à aller jusqu'au bout pour ça. Selon le communiqué du dernier Conseil des ministres, le projet Arche est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Il vise à renforcer la capacité et l'accès des Béninois, en l'occurrence les plus démunis, aux services sociaux de base ainsi qu'aux opportunités économiques de façon durable. Il vient en remplacement du RAMU et comporte un paquet de 4 services, à savoir l'assurance maladie comme volet principal, la formation, les microcrédits et l'assurance retraite. On ne peut pas s'opposer à une telle mesure ou un tel mécanisme, en ce sens qu'aujourd'hui, l'un des piliers du travail décent, qui est aujourd'hui une problématique fondamentale au niveau de l'Organisation internationale du travail, c'est la protection sociale. L'assurance pour le renforcement du capital humain consacre le principe de la subvention par l'État du paiement des primes d'assurance des Béninois les plus démunis. Il postule également le paiement des primes d'assurance par les non-pauvres et la fourniture du paquet de services aux couches les plus démunies de plusieurs secteurs d'activité dont l'agriculture, le commerce,
le transport, l'artisanat, la culture, pour ne citer que ceux-là. Et c'est à ce niveau que naissent les appréhensions des partenaires sociaux. La plupart d'entre eux disent d'ailleurs ne pas maîtriser grand-chose du contenu du projet, d'où leur réserve. On reste prudent parce qu'on n'en connaît pas totalement le contenu, parce qu'on parle d'une agence plutôt, une agence nationale de la protection sociale. Comment ça va se passer? On sait que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des hommes qui viennent du privé. Est-ce qu'on ne va pas encore privatiser le social? Parce qu'on a vu qu'on a voulu privatiser la fonction publique avec cette loi qui parlait du régime des collaborateurs externes, n'est-ce pas, et que nous avons combattu. La première chose, c'est qu'il faut absolument prendre les précautions d'ordre juridique. C'est basé aujourd'hui sur quoi, l'Arche? Si nous devons être mis en contribution en tant que travailleurs pour cotiser, quelle est la base juridique sur laquelle va se payer ce paiement? Est-ce qu'au niveau législatif, on a pris les précautions aujourd'hui pour que les députés puissent voter la loi qu'il faut? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, officiellement, en tout cas légalement, c'est toujours le RAMU qui est en cours. Et je me pose la question de savoir, 1, si cette loi-là a été déjà abrogée. 2, est-ce que l'Arche ne devait pas faire objet d'une loi? Est-ce que cette loi-là est déjà adoptée par les députés? J'ai peur que cela ne tombe dans une procédure d'illégalité. Il faut éviter que cela ne connaisse le même sort que le RAMU. Il faut que le gouvernement sache que sans que les hôpitaux ne soient équipés, il ne peut pas faire ce projet-là. Ils mettent aussi en garde le gouvernement contre la marginalisation des partenaires sociaux, aussi bien dans la finalisation du contenu du projet que dans sa mise en œuvre. Il faudrait qu'on associe mes collègues qui sont encore ici, qui défendent assez bien les intérêts matériels, moraux et professionnels des travailleurs. Il faut qu'ils y soient intimement associés pour qu'on ne nous sorte pas quelque chose qu'on ne pourra pas appliquer sur le terrain. Alors, Madame le ministre, vous venez donc d'écouter les réactions de vos partenaires sociaux. Un commentaire? J'ai suivi leurs réactions. Ils ont un peu raison parce qu'ils ne connaissent pas encore Arche. Mais je les ai rassurés qu'il faudrait que nous puissions finaliser le produit que nous voulons leur présenter. Ce qui vient d'être fait, le projet, disons le document projet existe. Et nous n'allons rien faire sans leur participation à la sensibilisation, sans recueillir leurs observations, parce que nous voulons réussir la mise en œuvre du projet. Donc, je voudrais rassurer les partenaires sociaux, pas eux seulement, les organisations de la société civile, les mutuelles de santé, toutes les personnes ressources qui peuvent contribuer à la réussite ou à l'opérationnalisation de Arche. Tout cela seront associés à l'opérationnalisation du projet. Il y aura une large campagne de sensibilisation, d'information et de recueil des observations. On veut réussir Arche, nous avons besoin de cela. Si nous n'avons pas une adhésion massive au projet, ça ne pourra pas réussir. Et nous connaissons la capacité de nos partenaires sociaux lorsqu'ils ne sont pas engagés, lorsqu'ils ne sont pas partants au niveau de l'administration, ça ne pourra pas non plus marcher. Ils seront associés. Nous avons un plan de communication tel que je l'ai dit. Bientôt, nous allons leur présenter Arche à toutes les couches dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, quelqu'un a également s'est demandé si Arche ne sera pas privatisé parce que... Pas privatiser le social. Pas privatiser le social. Je l'ai dit tantôt. Il y aura une agence qui sera créée, une agence nationale de protection à capitaux publics. Mais pour réussir également la mise en œuvre de Arche, nous avons le gouvernement en train de proposer en confier la gestion à un assureur privé. Et nous savons pourquoi. Les tares de notre administration, les tracasseries que subissent les usagers dans nos administrations avec du travail de peu de qualité. Nous ne voulons pas que les bénéficiaires de Arche
assurance en allant dans les hôpitaux soit découragée face au comportement des agents de l'État, etc. Il y aura une agence nationale qui sera créée. Un assureur privé aura à charge, disons, la gestion, un mandat de gestion de Arche. Ce n'est pas privatiser l'administration, ce n'est pas privatiser, j'allais dire, Arche, pas du tout. L'assureur sera payé pour les prestations qu'il aura rendues dans le cadre de la mise en œuvre de Arche. Il n'y a pas de capitaux privés dans le capital de l'ANPS. Autre inquiétude exprimée par les acteurs sociaux, quelles sont les précautions que vous prenez pour que l'Arche ne tombe pas dans le même travers que le RAMU, où on a mis un peu le cadre législatif avant les Oui, très bien. Je voudrais rassurer de ce que le projet de loi qui doit modifier le RAMU, donc le projet de loi qui institue Arche, le projet de loi est déjà disponible. C'est déjà envoyé au Parlement? Ce n'est pas envoyé au Parlement. Moi, je voudrais même que d'autres regardent avec nous avant qu'on envoie ça au Parlement. Pourquoi pas? Sinon, c'est déjà prêt, mais ce n'est pas encore transmis au Parlement. Donc voilà. Quelqu'un a également parlé de l'équipement des hôpitaux. Il faut dire que Arche est en train, le projet est en train d'être conduit avec la réforme du secteur de la santé. Ouais. Et là, vraiment, ils sont très avancés. Et avant la mise en œuvre de Arche, il y aura la réhabilitation des hôpitaux, des centres de santé. Parce que si les gens vont dans les hôpitaux, que c'est les mêmes travers, les mêmes équipements désuets, tout ça, Arche a déjà échoué, ce que nous ne souhaitons pas du tout. Il faut que les hôpitaux puissent accueillir justement les bénéficiaires de Arche. Oui, parce que la NPS aura des agents au niveau des centres de santé et des hôpitaux, oui, qui vont accueillir, disons, les bénéficiaires de Arche et les orienter dans les hôpitaux. Et comme je vous l'ai dit, il y aura aussi un suivi et évaluation. On ne va pas laisser ça en l'air comme ça parce que c'est un projet qui est précieux aux yeux du gouvernement. Et je suis sûre, quand nous allons commencer la séance de sensibilisation d'information, le public va percevoir ce projet. En tout cas, je le souhaite comme un bijou à préserver à tout prix. Quel est aujourd'hui, quel est l'impact social attendu du projet Arche? C'est aussi vraiment fondamental. Oui, si Arche est vraiment mise en œuvre, l'impact attendu, ça concerne plusieurs points. Nous avons d'abord l'augmentation du taux de fréquentation des structures sanitaires, la réduction de la consommation des produits de contrefaçon, qui sont de véritables poisons pour les populations. Et parce qu'avec Arche, il y aura les médicaments génériques qui seront disponibles. Il y aura la baisse des taux de mortalité, l'augmentation de l'espérance de vie, la formalisation progressive des acteurs du secteur informel, l'amélioration de la croissance économique du fait de l'accès au crédit et de la bonne santé de la population, l'amélioration des qualités de services de santé grâce au mécanisme de certification et d'accréditation des structures sanitaires. Vraiment, c'est pas mal de choses. L'amélioration de l'accès des populations pauvres à des services financiers durables, à une meilleure compétence des travailleurs, l'augmentation de la capacité de financement des compagnies d'assurance et j'en passe. Donc, c'est un impact faramineux que Arche aura sur la vie des Béninois pour sortir vraiment et définitivement de la précarité. Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales, vous n'avez sans doute pas passé les 12 mois à la tête du ministère à réfléchir, à élaborer le modèle social béninois, l'Arche. Vous avez sans doute aussi géré d'autres dossiers, élaboré un certain nombre de choses, mené des réformes. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan d'étape de votre séjour à la tête du ministère du Travail? Le ministère du Travail regroupe aujourd'hui pas mal de secteurs. Nous avons le travail et la fonction publique, nous avons les affaires sociales, nous avons le microcrédit et nous avons l'emploi. Pour ce qui concerne le volet travail et fonction publique, il faut dire que c'est l'un des secteurs qui fait que notre ministère est mal perçu par la population. Et pourquoi? Parce que l'administration doit être au service des usagers. Et vous savez, les usagers de notre administration, de notre ministère, en tout cas en ce qui concerne le volet travail et fonction publique, ce sont les agents
de l'État, permanents ou contractuels, et ce sont également les retraités. Et pour pouvoir disposer d'un acte de carrière, d'un acte administratif dans notre département, en tout cas je dirais jusqu'à tout récemment, peut-être encore un peu aujourd'hui, il faut la croix et la bannière. Et nous sommes en train de travailler à réduire les tracasseries faites aux usagers dans notre ministère. C'est vrai qu'il y a un projet important que nous allons réaliser, intitulé le fichier unifié du personnel de l'État, qui intègre toutes les composantes des travailleurs de l'État, qu'il s'agit du civil, du personnel civil, militaire, paramilitaire, etc. Il faut réaliser ce fichier parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ce fichier-là, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous allons réaliser ce fichier. Nous sommes en collaboration avec le Sénégal qui a pu déjà le réaliser. Nous sommes en relation avec l'Agence de développement de l'informatique de l'État du Sénégal et en relation avec l'Agence du numérique ici. En 2018, par la grâce de Dieu, nous allons réaliser ce fichier. Pourquoi? Pour maîtriser les effectifs de la fonction publique. Parce qu'il n'y a pas que les civils, il y a d'autres corps. Malgré les recensements qui sont régulièrement faits. Bon, avec les recensements, à l'instant T, on va connaître l'effectif exact. Mais si on ne prend pas les dispositions pour un suivi régulier, on va tomber encore dans les travers que nous voulons corriger par la mise en place de ce fichier, dont l'originalité, c'est de permettre l'édition automatique des actes, même la signature électronique des actes. Donc, il y aura pas mal de problèmes qui seront résolus, il y aura moins de tracasseries qui seront faites aux agents de l'État, même aux retraités. Et ça va également permettre de réduire la corruption, parce qu'on dit que généralement, il faut déposer de cailloux sur les dossiers avant qu'ils ne paraissent. Nous sommes en train de travailler sur ce projet-là en 2018 que nous allons réaliser. Nous prenons l'année 2017 pour élaborer la nomenclature des corps et métiers, pour réaliser un certain nombre d'études, un certain nombre d'audits. Et après ça, avec l'agence du numérique, nous allons vraiment rebondir sur la réalisation de ce fichier. En effet, mais en attendant, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de mon département en ce qui concerne ce volet-là? Nous avons réalisé une plateforme sécurisée des actes de carrière. Parce que les gens quittent Natitengu, ils quittent Djougou, Tchoumi, ou le fin fond d'Adjoum, ou de Sémé, venir à Cotonou plusieurs fois, des allers-retours, perte de temps pour l'administration, pour eux-mêmes, et perte de ressources financières relatives au transport, etc., pour venir chercher les actes. En principe, en tout cas, nous avons pratiquement fini de concevoir cette plateforme et nous allons le déployer courant août. C'est-à-dire, vous êtes quelque part, il vous est loisible de tirer votre acte. Vous pouvez consulter la base pour savoir si l'acte est déjà prêt ou pas. Et ça vraiment évite aux usagers de venir chaque fois au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique dépenser beaucoup d'argent avant de pouvoir disposer de son acte. Vous parlez de la modernisation de l'administration publique, en tout cas de la gestion des fonctionnaires de l'État, mais on sait que l'administration publique béninoise est difficile à réformer. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quel est votre secret? Quelles sont les avancées que vous avez pu déjà noter? Je procède beaucoup par sensibilisation. Je ne sais pas aller par la force. J'essaie de mettre l'accent sur les avantages qu'il y a à moderniser l'administration. Donc, le personnel au niveau de la fonction publique aujourd'hui, je crois, est en train de comprendre, parce que c'est un personnel très j'ai le ministère des Finances, mais là, c'est un personnel très difficile. Nous allons réussir les réformes parce qu'on est engagé sur ça. Vous voyez, pour les concours, ce n'était pas évident. Hein? On est en train de réussir cette réforme. Pour les autres aussi, nous allons le réussir. Il faudrait mettre en place ce fichier unifié du personnel de l'État. Je vais parler un peu des retraités, si vous voulez. Évidemment, parce que la question de livret et de pension, c'est un sujet délicat. Et quand vous allez parfois dans les services étatiques, il y a des spectacles désolants de retraités qui ne savent à quel sein se vouer,
et qui doivent faire un parcours de combattant pour avoir le livret. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer à ce niveau-là, madame? C'est une situation qui m'attriste, mais dont nous allons parvenir à bout d'ici 1 an ou 1 an et demi, si je peux ainsi m'exprimer. Parce que le problème de la délivrance des livrets de pension aujourd'hui, je vais vous le dire, voilà une administration qui produit les actes de carrière des agents de l'État et qui n'a pas d'archives, où les archives sont mal tenues. Et voilà que les fonctionnaires eux-mêmes ne conservent pas toujours précieusement leurs actes. Du coup, c'est à 6 mois de la retraite, en cherchant à élaborer ou à constituer le dossier d'admission à la retraite, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tous les actes. Et tenez-vous bien, c'est une 30aine d'actes qui constituent le dossier de départ à la retraite. Et du coup, ceux-là se retournent vers l'administration, la fonction publique, pour demander de copier de ces actes. Voilà que les actes n'ont pas été bien archivés. Donc, c'est des recherches de plusieurs mois et ça ne prend pas fin. Nous avons pensé résoudre ce problème-là, mais on va encore souffrir un peu, qu'il me pardonne de le dire, je dis la vérité, le temps de numériser les archives. Nous sommes en train de nous battre pour chercher de financement. Nous avons même trouvé un partenaire pour la numérisation des archives. Mais on ne va pas le faire de façon isolée, puisque la numérisation des archives constitue un des projets aussi, un sous-projet du PAG. Mais nous sommes vraiment en train de travailler déjà là-dessus et c'est ça qui va faciliter les recherches. Ne pas attendre que l'agent de l'État demande ces pièces, on va les classer agent par agent, mais il nous faut encore 1 an, il faut l'avouer. Mais ce que nous faisons actuellement déjà, c'est de bien classer les nouveaux actes que nous sommes en train de faire paraître. Voilà. Maintenant, pour ce que nous faisons aussi pour, je ne dirais pas les aider, pour réduire un tant soit peu les tracasseries, nous faisons des travaux déportés de traitement des actes d'admission à la retraite. Donc, lorsque le retraité finit par réunir toutes ces pièces, il faut prendre ce qu'on appelle l'acte d'admission à la retraite. Et là aussi, ça traînait un peu trop. Donc, nous déplaçons les agents, aussi bien de la fonction publique, du contrôle financier, du budget, pour qu'ils aillent travailler. Et cette année, en tout cas, depuis que nous sommes là, nous avons pu faire paraître plus de 2500, disons, actes d'admission à la retraite. Alors que généralement, la moyenne, c'est 500, 700. Les gens viennent, pleurent, vraiment un spectacle désolant. Mais je promets que, sans tarder, 1 an et demi, ils seront totalement soulagés. Et l'objectif, c'est de leur remettre leur carnet de pension le jour de la retraite. Car nous sommes tous des retraités ou des retraités en perspective. Lorsque vous dressez bien le lit pour quelqu'un, c'est pour vous-même que vous le dressez. Donc, Madame, on va passer maintenant au projet d'autonomisation économique des femmes et la promotion du genre. Alors, en quoi consiste donc ce projet? Vous savez que de nos jours, l'autonomisation économique de la femme est une préoccupation, j'allais dire mondiale. Même pour la Journée internationale de la femme, vous avez certainement su que le thème central, c'est l'autonomisation économique de la femme. C'est quoi l'autonomisation économique de la femme? C'est donner à la femme les moyens de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs pour pouvoir aboutir ou construire une économie solide et réaliser des objectifs internationaux de durabilité, de développement, etc. Donc, c'est cela. Et vous savez que les femmes représentent plus de la moitié de la population. Ne pas leur donner les moyens de se rendre autonomes ou de travailler, c'est une perte même pour l'économie mondiale et pour la prospérité de chaque pays. Donc, à l'instar du monde entier, le Bénin aussi a mis en place un projet d'autonomisation économique de la femme. Son coût sur les 5 années est de 5 milliards d'euros. L'objectif, c'est de parvenir à appuyer 60% des femmes, disons, actives ou des groupements de femmes. C'est cela, renforcement de capacités en leadership, en gestion, en management,
tout ce qui peut concourir vraiment à autonomiser la femme. Parce que lorsque la femme est économiquement autonome, c'est la communauté qui s'en ressent mieux. Parce que la femme ne sait pas garder les avoirs pour elle seule. Elle pense aux enfants, elle pense aussi au mari, elle pense à la communauté autour d'elle. Et ça contribue à renforcer le développement économique. Sera-t-il mené en marge du FNM, par exemple, qui également contient dans son portefeuille des préoccupations liées à l'autonomisation de la femme? Oui, c'est ce que nous faisons, c'est ce que fait, disons, la communauté internationale. Ça dit aujourd'hui, cette question est devenue tellement prépondérante qu'on ne peut pas, disons, l'occulter derrière d'autres projets. Il faut que ça soit visible jusqu'à ce que l'autonomisation économique de la femme soit réelle, perceptible, avant de pouvoir vraiment ne plus en parler de façon, disons, de façon spécifique. Qui parle d'autonomisation de la femme n'est pas loin de la solidarité nationale. Vous vous occupez également des affaires sociales. Comment vous organisez la solidarité nationale? Bon, la solidarité nationale, comment est-ce qu'elle est organisée aujourd'hui? Nous n'avons pas forcément recours, disons, à la contribution de la population active pour parler de solidarité nationale. C'est vrai que des fois, nous organisons des manifestations et nous appelons des gens à contribuer, disons, à la solidarité nationale. C'est encore le budget national qui met les ressources en place pour subvenir aux besoins, surtout urgents, des populations qui se retrouvent dans des situations de catastrophe, dans des situations de santé précaire, dans des situations en tout cas de vulnérabilité et qui ont besoin d'un secours urgent. Mais il est disons, envisagé aussi de réfléchir, comme dans certains pays, comment faire jouer la solidarité nationale. Donc, pour le moment, c'est le budget national qui s'en occupe. Mais il y a aussi des partenaires techniques qui oui, semblent jeter leur dévolu sur ce nouveau secteur. C'est vrai. Vous savez ce que j'ai remarqué, qu'après les questions de développement, la préoccupation des partenaires techniques et financiers, c'est la famille, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est l'adolescent, c'est les personnes de troisième âge. Et ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Et c'est vrai qu'ils contribuent, disons, dans une certaine mesure, aux moyens dont nous avons besoin pour vraiment faire jouer cette solidarité nationale. Je profite de l'occasion pour les en remercier. Nous avons l'UNICEF, l'UNFPA, l'USAID, en tout cas, les partenaires techniques et financiers en général. Alors, Madame le ministre, récemment, les parlementaires ont voté la loi sur les personnes handicapées. Avant d'en parler, nous allons retourner à la régie et poursuivre donc le visuel de cette activité au Parlement. Une lueur d'espoir pour les personnes handicapées de tout genre du pays, pense plus d'un observateur. Au 4e jour des travaux de la première session ordinaire du Parlement, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Un document de 79 articles répartis en 5 chapitres qui encadre les droits à l'accès aux services sociaux de base, à l'emploi, à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap au Bénin. Une avancée notoire dans la prise en charge sociale de ces personnes. Le programme d'action du gouvernement est un instrument fondamental de prévention de toute forme de handicap. Dans son volet santé, dans son volet éducation, dans son volet cadre de vie. Parce que, en réalité, les personnes handicapées le sont pour beaucoup à la naissance, à raison de l'absence de prévention. Lors des débats sur le sujet, les députés ont surtout amené de l'eau au moulin du gouvernement qui estime qu'il faut aller vers une discrimination positive au profit des personnes handicapées au Bénin. Demander à notre État de prendre en charge la totalité des handicapés en se trompe. Il faut trouver d'autres mécanismes pour demander à notre gouvernement de mettre un budget, je ne sais pas quel budget. Nul ne souhaite jamais faire un enfant handicapé. Donc c'est d'abord un choc, un problème pour ces parents-là. Et il faut trouver un centre d'accueil pour ces enfants-là.
Après le vote du projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, la séance a été suspendue. Elle reprend ce mardi en raison des festivités de la Pâque. Le ministre, votre réaction sur le vote de cette loi? Je remercie les députés pour leur aimabilité à voter cette loi vraiment dans les délais qui conviennent. Le vote de cette loi résout au niveau des handicapés pas mal de problèmes. Eux-mêmes ne sont pas restés, disons, les bras croisés. Ils ont rendu visite à presque toutes les hautes autorités du pays pour que nous en soyons là aujourd'hui. Et je leur dis bravo. Parce que vous savez que les personnes handicapées sont souvent victimes de discrimination. Ils sont très frustrés, surtout en matière d'emploi. C'est leur problème essentiel. Pour trouver de l'emploi dans le secteur privé, on refuse de les accueillir, on refuse de les recruter du fait de leur handicap. Au niveau de la fonction publique, presque pareil, parce qu'il y a des dispositions de la loi portant statut général des agents de l'État qui indiquent que pour participer à un concours, il faut être en bonne santé. Donc, n'arrivent pas à participer non plus au concours de recrutement de la fonction publique, ce qui les frustre énormément. Aujourd'hui, cela n'est plus possible, donc cela règle ce problème en ce qui les concerne. Nous allons prendre les décrets d'application, nous ne sommes pas encore pris, nous sommes en train d'y travailler, mais c'est que désormais, ils doivent pouvoir accéder à des emplois au même titre que les personnes, disons, en bonne santé. Et puis, c'est puni par la loi, je crois, de 500 000 d'amende pour ceux qui refusent du fait du handicap de les recruter. Et nous allons nous apprêter pour qu'ils puissent participer dès l'adoption des décrets, disons, au concours de la fonction publique. Au niveau de la loi, il y a aussi d'autres dispositions qui sont prises pour prévenir davantage le handicap. Donc, il est prévu de renforcer la lutte contre les maladies endémiques et de renforcer, disons, les visites prénatales, un bon suivi des enfants dès leur bas âge, etc., pour pouvoir prévenir ou arrêter assez tôt, disons, les handicaps qui vont se pointer à l'horizon. Ils doivent avoir une carte de handicap. Lorsqu'ils présentent ces cartes, c'est une discrimination positive qui doit s'effectuer ou se faire à leur endroit. Et puis, concernant les édifices publics, il est prévu de tenir compte de l'accessibilité des personnes handicapées aux édifices publics. Mais le ministre des Transports, ainsi que le ministre chargé du cadre de vie, m'ont rassuré que cela existe déjà dans les tests nationaux, reste à les mettre en œuvre. Combien d'édifices aujourd'hui offrent à ces personnes-là ces commodités? Mais les nouveaux vont devoir vraiment en tenir compte. Parce que les personnes handicapées, j'ai eu le temps de les côtoyer, j'ai eu le temps de les connaître. Il ne faut pas les avoir contre soi. Ah non. C'est des gens qui sont prêts à défendre leurs droits jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais je crois que le gouvernement est également dans la prédisposition vraiment de... Et quelle est aujourd'hui la politique, notamment justement du gouvernement, donc en matière d'insertion des personnes handicapées? La politique du gouvernement, je vous dirais que les personnes handicapées font partie des personnes vulnérables. Nous avons les orphelins et enfants vulnérables, nous avons les personnes de troisième âge et nous avons les personnes handicapées. Et pour cela, il y a également un projet de 5 milliards dans le PAG pour la protection de leurs droits. Nous avons commandité des études de faisabilité pour pouvoir vraiment utiliser ces ressources à bon escient. Il ne faut pas qu'on fasse du saupoudrage, il ne faut pas qu'on mène des actions qui n'ont pas d'impact durable. Nous avons donc commandité des études de faisabilité de ce projet également. La politique, c'est, disons, de renforcer leur insertion socio-professionnelle. C'est surtout ça. Surtout mettre à leur disposition les équipements qui leur permettent de travailler. Nous avons des demandes en instance que nous allons satisfaire d'ici là. J'ai demandé qu'on recense les associations
des personnes handicapées, que nous puissions les écouter, même si ça n'a pas été fait pour le budget 2017, pour la tranche de 2018, nous allons baser nos prévisions sur leur déshydratat. C'est nécessaire, il ne faut pas qu'on fasse des choses qui vont servir à rien. Donc, ils font partie, disons, des bénéficiaires du projet que nous appelons PCV, projet de protection des couches vulnérables. Nous allons commencer cette année à travailler avec eux, comme on l'a toujours fait, hein, mais pour compter de 2018, nous allons vraiment tenir compte de leurs besoins exprimés de façon spécifique. Le dialogue social, où en êtes-vous aujourd'hui avec les partenaires sociaux? Je dirais que le dialogue social est au beau fixe. C'est assez laconique. Voilà, le ministre. Est au beau fixe. Il y a vos partenaires qui sont parfois dans la rue. C'est vrai, c'est vrai, qui sont en grève. Il y a un décret qui a mis en place la Commission nationale de négociation collective, gouvernement central et confédération syndicale, qui prévoit 2 sessions ordinaires par an et des sessions extraordinaires en cas de besoin. Nous essayons vaille que vaille de tenir ces sessions et de discuter des problèmes posés par les centrales et confédérations syndicales. C'est vrai que la léthargie dans l'administration, léthargie causée en bonne partie par leur mandat, ne nous permet pas toujours d'être à jour de leurs demandes, surtout en ce qui concerne la parution des actes de carrière, les actes de reclassement, d'avancement, etc. Mais nous avons pris des engagements et vous avez vu le ministre, mon collègue en charge de l'enseignement secondaire, fait le tour pour indiquer le nombre de dossiers qui ont déjà été traités et ce qui reste à traiter avec un chronogramme. Il y a cela, il y a le problème des sociétés qui viennent d'être liquidées, et pour lesquelles les droits de licenciement vont être payés, mais les partenaires nous demandent, en dehors de ces droits, de prévoir des mesures sociales d'accompagnement. Oui. Bon. Et que dites-vous à leur endroit par rapport à ça? Parce que il y a plusieurs centaines qui seront bientôt licenciés et tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les calmer? Nous allons reprendre les négociations et voir les propositions aussi qu'ils vont nous faire. Sinon, ce que le gouvernement a prévu jusque-là, c'est les droits de licenciement prévus par les conventions collectives. Mais nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer et dans quelle mesure cela est réalisable. Avec les partenaires sociaux, notre problème aussi, c'est le manque de ressources de l'État. Parce que vous savez, les actes, les différents actes qui sont pris sont à effet financier. Et vous savez également qu'il y a une question de 1,25% des salaires qui n'est pas totalement réglée à ce jour. Vous comptez le régler quand? Je dois travailler avec mon collègue. Le chef de l'État nous a instruit, mon collègue. Ça, c'est sincère. Mon collègue en charge des finances et moi-même, oui, de travailler sur cette doléance-là. Quand le paiement à l'indice réel des travailleurs, parce qu'on en entend parler de plus en plus? En fait, les salaires sont payés à l'indice réel aujourd'hui, oui, sauf que l'apparition des actes n'est pas à jour, c'est ça. On n'est pas à jour de l'apparition des actes. Il y a ce problème. Et d'ailleurs, le ministre des Finances, pour ne pas engendrer beaucoup d'arrêts salariaux, il veut payer automatiquement tous les 2 ans les droits relatifs aux avancements normaux. Mais nous allons essayer de faire le travail pour qu'on se rattrape, parce qu'on paye là-bas, après il y a des reclassements, et qui posent problème. Ils sont bloqués à partir d'un moment donné, donc nous sommes obligés de coopérer avec le ministère des Finances pour donner beaucoup plus de satisfaction. Il y a 10 jours, vous avez reçu les cahiers de doléances de la part des confédérations syndicales. Quelle est la principale revendication à la date d'aujourd'hui des partenaires sociaux? Nous avons reçu le 1er mai le cahier de doléances. J'avoue, ce cahier comporte environ 70 doléances, ce qui est quand même beaucoup. Les principales revendications se rapportent aux libertés
individuelles et collectives, ils estiment que les libertés sont, disons, violées. C'est vrai, c'est exact. Oh, pas totalement, parce que c'est vrai, il y a eu quelques problèmes avec les étudiants. Mais à l'avènement de la révision de la Constitution, j'ai vu les gens marcher sans être inquiétés pendant plusieurs jours. C'est peut-être une impression, mais je crois que les libertés n'ont pas été restreintes par le gouvernement en place. Ils ont également parlé des mesures sociales pour accompagner les agents qui sont licenciés des structures. Et à ce sujet, il semble que le gouvernement envisage de faire appel à certains agents dans le cas des agences bien sûr, qui sont bien créées sûr. au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Bon, disons que ces agences n'ont pas démarré effectivement. Dès qu'elles vont démarrer, elles pourraient recourir à ces agents licenciés. Il y aura quand même une partie, il y aura quand même une partie, mais il y aura quand même une partie de ces agents qui seront recrutés, ça c'est certain. Une partie qui seront recrutés. Bon, ils ont parlé également de leurs revendications salariales. Ils ont parlé du mieux-être de l'école, qu'il faut payer les subventions à bonne date. Nous avons pris acte. Et puis, il y a les revendications spécifiques aussi, disons, des ministères. En tout cas, il y a pas mal de revendications, au total de 70. Et je leur ai proposé de faire une stratification de ces revendications pour qu'on puisse les examiner très rapidement, pour qu'on fasse du concret. Sinon, s'il faut tenir compte des 70, vraiment, on ne pourra pas s'en sortir. Ce qu'ils ont accepté de faire. Donc, alors, avec le renouvellement au niveau à la tête des structures, à la tête des centrales syndicales, il y a du sang neuf. Apparemment, les échanges doivent se faire avec beaucoup plus de cordialité, ou bien c'est toujours le bras de fer. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne nouvelle. De certains vieux briscards? Disons que les partenaires sociaux, je les ai toujours considérés comme des partenaires, non des adversaires. Et ils essaient de jouer leur rôle parce que, vous savez, la base, les mandants les observent. S'ils ne sont pas tranchants, ils sont capables de les destituer, donc ils essaient de jouer leur rôle. C'est vrai qu'à la tête de la CSA Bénin et de la CGTB, il y a de nouveaux secrétaires généraux. Plus conciliants, c'est ça? Je ne vous dirais pas qu'ils sont conciliants. Peut-être que le mode d'expression a un peu changé, mais ils sont tranchants aussi. Et nous essayons quand même de travailler avec eux de manière à ce qu'il n'y ait pas de crash. Vous avez vu, la dernière fois, je leur ai rendu visite aussi parce que c'est une promesse que j'ai eu à faire. Nous sommes des partenaires. Et bientôt, nous allons reprendre les négociations parce que nous avons ouvert la première session ordinaire de l'année 2017 qui n'est pas encore clôturée. C'est au minimum 5 jours. Mais en dehors de ça, nous allons travailler sur les revendications essentielles lorsque nous aurons reçu les priorités en matière de revendications et fait des propositions au gouvernement, mon collègue de l'économie des finances et moi. Alors, Madame le ministre, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un message à l'endroit des travailleurs et des partenaires sociaux et tous les usagers de votre ministère. Merci. Je commencerai par le projet Arche, qui est un projet très important pour le gouvernement et je crois qu'il le sera bientôt aussi pour toute la population. Et dire que c'est un projet de protection sociale innovant, que ce projet est une chance pour notre pays et je souhaite que tous les Béninois, quelle que soit leur couleur politique, quel que soit leur rang social, quelle que soit, disons, leur appartenance ethnique, religieuse, que nous puissions nous mobiliser tous autour de ce projet pour faire de sa mise en œuvre une réussite. Franchement, ça va sortir notre pays de la précarité parce qu'il est temps que nous-mêmes puissions emprunter le chemin du développement durable. Aux usagers de mon département ministériel, je voudrais leur dire que nous sommes à l'œuvre et que d'ici 1 an, que Dieu nous prête vie,
ils vont constater de profonds changements. C'est parce que l'état des lieux aussi est difficile, disons, à améliorer. Nous ne sommes pas encore beaucoup d'innovations, mais nous sommes en train de travailler jour et nuit d'ici là. Ça va. Et surtout les retraités, d'excuser l'administration pour toutes les tracasseries qu'ils subissent, mais nous sommes en train de réfléchir à les alléger parce que nous sommes également sur une piste de simplification des procédures. Au lieu de produire 30 actes, désormais, ils vont produire seulement les actes des enfants et leur prise en charge pour pouvoir bénéficier des allocations familiales. Nous avons commencé à y travailler, mais tout cela ne va pas aboutir avant 1 an parce que c'est beaucoup de travail à réaliser. En dehors des partenaires sociaux, je voudrais dire, comme je l'ai souvent répété, le gouvernement est ouvert au dialogue. Le gouvernement souhaite même renforcer le dialogue. Voilà que nous avons un PAG, beaucoup de projets pour sortir notre pays de la pauvreté. Il faudrait que nous puissions travailler ensemble. Si l'administration n'est pas avec nous, le secteur privé n'est pas avec nous, on ne pourra pas réaliser aisément le PAG. Donc, nous voulons travailler, disons, à avoir un dialogue social apaisé. Le gouvernement est ouvert et comme je l'ai dit, par rapport au cahier de doléances reçu le 1er mai 2017, nous allons travailler sur les doléances, en tout cas les prioritaires, pour commencer à leur montrer la bonne foi du gouvernement. Donc, mettons-nous tous ensemble pour le développement de notre pays. Et ARCHE, c'est la porte de sortie de la pauvreté. Merci. Merci, Madame le ministre Adiato Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique et des Affaires sociales, qui était donc notre invité sur ce plateau Bénin Révélé avec André Dossa de Canal 3. Merci de nous avoir suivis, merci infiniment et à très bientôt.